Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant près d'une heure, nous allons passer en revue de l'actualité de la semaine, comme chaque fois, mais au menu, beaucoup d'Europe et de Bruxelles, avec des invités ad hoc et des sujets pertinents, en tout cas je l'espère. Pour en parler, deux élus au Parlement européen qui terminent leur premier mandat et deux experts pour les mettre en difficulté, enfin, je l'espère. Karim Fadoul, journaliste à la RTBF, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Sylvie Losberg, historienne et directrice locale, bonjour. Bonjour. Alors ça fait un mois que la Belgique préside l'Europe et elle a mis en place un agenda chargé de projets à boucler. L'occasion de revenir sur le rôle de l'Europe à Bruxelles. Et je voudrais venir avec un premier exemple qui est un exemple très très concret avec ce rond-point Schuman, et qui sera rénové dans 2 ans, mais avec moins d'argent européen que prévu. L'État belge va donc suppléer ce rond-point qui ne fait pas l'unanimité, comme l'exprimait Pierre-Luc Vermandier du comité de quartier européen. C'était dans l'émission Plus d'actu, pardon. Pour moi, c'est une occasion ratée et c'est surtout beaucoup d'argent public gaspillé. Ouais. Parce qu'en fait, là, on est sur un rond-point qui va coûter 25 millions d'euros minimum, parce qu'on sait toujours qu'il y a des surcoûts après. Cet argent aurait pu être employé ailleurs, ou en tout cas autrement. Quand on voit l'état des trottoirs dans certains quartiers de la ville, quand on voit les difficultés qu'ont les personnes en fauteuil roulant à se déplacer, quand on voit les hôpitaux qui sont parfois en mauvais état, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire avec ces 25 millions d'euros. Et moi, j'aurais souhaité, parce que si je peux encore m'exprimer, c'est que sur ce rond-point, on associe tous les États membres d'une manière ou d'une autre. On aurait pu imaginer, par exemple... Symboliquement. Oui, symboliquement. On aurait pu imaginer des minéraux qui viennent de toute l'Europe, des végétaux qui viennent de toute l'Europe, on aurait pu imaginer du bois qui vient de toute l'Europe, on aurait pu imaginer aussi des citations de poètes de toute l'Europe traduits pour valoriser le multilinguisme. Là, ce n'est pas du tout le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est quelque chose de le plus neutre possible. Ce rond-point, on aurait pu le mettre en banlieue parisienne, à Lyon, à Marseille, à Stockholm ou au Danemark. Et en fait, il passe partout, mais il est nul. Enfin, moi, je trouve qu'il ne symbolise en rien la construction européenne. Ouais, Alors, est-ce que c'est important de symboliser l'Europe à Bruxelles? Est-ce que c'est un acquis? Est-ce que ce rond-point Schuman, qui devait être payé par l'Europe, et finalement sera payé par l'État belge, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple? On a bien suivi ce dossier à la rédaction bruxelloise de la RTBF, et c'est vrai que ce qui nous a un peu surpris, c'est le côté geste fort architecturalement parlant, urbanistiquement parlant, c'est-à-dire avec ce auvent gigantesque, avec ses miroirs, et puis ce toit vert comme ça qui vient, comme ça, qui est posé un peu comme une énorme soucoupe sur le rond-point Schuman, qu'on a totalement réaménagé, quand même des coupures au niveau de la circulation, donc les voitures n'auront quasiment plus accès au rond-point Schuman. Et c'est vrai que ce qui nous a surpris, c'est que quelque part, ce quartier qui a déjà été fortement, je dirais, violenté par la présence de l'Europe, mais il continue à nouveau d'être défiguré, à notre sens, parce que, et ça la Commission royale des monuments et sites l'a dit, c'est que notamment les perspectives vont être totalement brisées. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez rue la Loi et que vous regardez vers le cinquantenaire, mais avec ce auvent, vous ne voyez plus tellement les arcades du cinquantenaire. Donc quand M. Vermandier dit c'est nul, vous dites c'est moche. Nous, on dit plutôt que c'est... Enfin, c'est pas qu'on dit que c'est moche, mais en tout cas, il y a matière à se poser des questions sur l'intérêt de cette architecture-là en plein milieu du quartier européen. Et puis surtout... Est-ce qu'à terme, ça va apporter quelque chose de positif au quartier, en termes de mobilité, de sécurité, d'espace de rencontre aussi? Est-ce que ça sera utile ou pas? Ça, vraiment, ces questions-là, on se les pose. Et puis, à l'aspect financier, maintenant, c'est de l'argent public belge qui va devoir être mis sur la table. Vous êtes très pragmatique. Est-ce que la symbolique ne vaut pas la peine, quand même, de symboliser encore davantage la présence de l'Europe à Bruxelles? Sylvie Losberg? Je n'ai pas beaucoup d'avis sur la question. Moi, ce qui me chagrine, c'est ce que Karim vient de dire par rapport aux perspectives, par exemple. On est quand même dans une ville qui est un peu déshumanisée, dans ce quartier-là. Après 19h, et qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Pas grand-chose. C'était un quartier qui était très vivant, c'était le quartier des artistes, etc. Tout ça a complètement disparu pour laisser place à quelque chose qui n'est quand même pas très chaleureux, on ne peut pas le dire. Donc, après le geste architectural, en Belgique, on est toujours très très prudent, n'est-ce pas? On n'ose pas mettre des façades en couleur, on ne peut pas faire des baies vitrées, on ne peut pas faire sur les places, on là. peut, en général, oui, sur les places, on peut. Il y a la place Rogier, il y a je suis d'accord. Voilà, mais de nouveau, une espèce de champignon, comme ça. Donc, je ne sais pas très bien. Après, des places minérales avec des champignons dessus, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas mon avis qu'on demande non plus. Donc, voilà. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités. J'ai invité 2 députés européens polyglottes
L'une a démarré sa carrière politique à Ixelles et au MR. Elle a lancé des initiatives mettant en avant les femmes dans la politique avant de quitter Bruxelles pour Vilvoorde et le MR pour la NVA. Par ailleurs, elle écrit chroniques et livres. L'autre est un juriste militant bruxellois qui s'est fait connaître, surtout en menant la liste européenne du PTB, en vivant à Schaerbeek et en devenant le premier élu du parti marxiste et anticapitaliste à l'Europe qu'il et elle entrent. Nous accueillons donc Asita Kanko, députée européenne NVA, dans le groupe qui s'appelle CRE, Conservateurs et Réformistes Européens. Marc Botenga à ses côtés, député européen PTB, qui lui est dans le groupe GUE-NGL de la gauche unitaire européenne. Alors d'abord, parlons de ce rôle de Bruxelles par rapport à l'Europe. Marc Botenga est bruxellois, Asita Kanko l'a été, maintenant elle est juste à côté de Bruxelles, donc vous êtes sensibles tous les deux à cela. Est-ce qu'il faut des symboles européens dans Bruxelles, Marc Botenga? Mais des symboles européens, il y en a. Je veux dire, il y a le bâtiment de la Commission européenne, il y a le Parlement européen, il y a le Conseil, donc il y a plein de bâtiments, il suffit de se promener un peu dans ce quartier-là. Donc ça suffit pour vous? Moi, je suis certainement pas partisan quand je vois l'état des infrastructures publiques un peu partout à Bruxelles, ça a été dit tout à l'heure dans le service, de encore mettre beaucoup plus d'argent dans une nouvelle rénovation au nom de l'image de l'Europe. Je pense que les priorités des Bruxellois sont d'autres. Et vous, Asita Kanko, qu'est-ce que vous pensez de cette rénovation de Schuman? Est-ce que ça va donner une belle image de l'Europe à Bruxelles? Je ne connais pas les détails des rénovations prévues à Schuman, mais il y a quand même un labyrinthe politique au niveau de la mobilité à Bruxelles. Je pense que ce qui est urgent, surtout à la place Schuman, j'y ai habité avant de déménager à Vilvoorde, c'est de remettre de la sécurité et du confort dans la station de métro. Schuman déjà pour commencer, donc il y a plein de difficultés pour les riverains. Par contre, au niveau européen, c'est bien qu'il y ait des institutions, des bâtiments des institutions européennes à Bruxelles. Ça met Bruxelles en tout cas dans la lumière et il y a des avantages qui y sont liés et dont Bruxelles devrait profiter pour survivre à la concurrence avec Strasbourg. Et Bruxelles en profite suffisamment, Asita Kanko? Oui, les avantages de l'Europe, on connaît, selon vous? Oui, bien sûr, on connaît Bruxelles à l'étranger, Bruxelles souvent, a une réputation. Dire du mal, on dit Bruxelles a décidé ça. Oui, mais en même temps, ça dépend de Bruxelles. Quand on parle aussi de la politique, des moments forts de la politique européenne, parfois on dit Bruxelles. Oui. C'est aussi le cœur de la politique européenne et ce n'est pas pour rien que Strasbourg mène une concurrence quand même assez forte. Là, qui va gagner pour le match Bruxelles-Strasbourg? Je pense que le mieux, c'est que l'Europe gagne et c'est que Bruxelles et Strasbourg gagnent ensemble. Bon, alors Marc Botenga a peut-être une réaction à ce que dit Asita Kanko. Est-ce que l'Europe est une chance pour Bruxelles? L'Europe est une chance pour Bruxelles. Moi, je pense que dans le quartier même, il y a quand même beaucoup de difficultés. Quand on se promène dans ce quartier, par exemple, un dimanche, compliqué d'aller trouver un bar ouvert. Donc la convivialité dans le quartier, le fait de vivre là, les prix, je ne parle pas des prix pour les habitants, sont devenus impossibles. Et donc les Bruxellois, je pense, ont quitté ces quartiers-là, ne se sentent plus là. D'ailleurs, aller place du Luxembourg, prendre une bière ou prendre un café, vous allez payer beaucoup plus que si vous allez un peu plus loin. Donc je pense que pour les Bruxellois en tant que tels, la réalisation est que voilà, il y a beaucoup d'expats qui gagnent des salaires très élevés, qui poussent aussi en partie les loyers vers le haut. Après, ce n'est pas que les expats, ça c'est un peu facile parce qu'il y a un problème structurel d'investissement dans le logement public à Bruxelles. Mais je pense que pour beaucoup de gens, il y a l'image à l'extérieur de dire « Ah, c'est chouette Bruxelles ». Et souvent, c'est pas chouette Bruxelles, parce que souvent, effectivement, comme vous dites, c'est Bruxelles impose ceci, Bruxelles impose cela. Politique de l'Union européenne, pas populaire. Et d'autre part, pour les habitants à Bruxelles, on le voit dans des quartiers, on le voit dans différents quartiers que les loyers augmentent. Et souvent, alors oui, les expats ont un pouvoir d'achat supérieur. Est-ce que l'Europe n'a pas bon dos quand on dit c'est à cause de l'Europe, alors qu'il y a plein d'autres raisons peut-être? Oui. Et est-ce que vous avez quand même une vision positive de l'Europe à Bruxelles? Parce que là, vous avez sorti que des arguments plutôt négatifs pour la présence de l'Europe. Non, moi je vois ça comme quelqu'un qui vit à Bruxelles. Et c'est vrai que je suis député européen, donc je suis au sein des institutions. Et d'une part, évidemment, il y a la question de l'image. Ok, très bien. Mais quand on vit à Bruxelles et on voit maintenant Schuman, ce qu'on met dedans, mais regardez d'autres ronds-points. Regardez, parce que la gare de Schuman, pour être honnête, la gare de métro de Schuman, elle vient d'être rénovée.
Elle vient d'être rénovée. Quand vous promenez maintenant à la gare de Schuman, c'est tout propre, c'est excellent. C'est mieux qu'à la gare du Midi ou à la gare du Nord. Ben oui, mais franchement, allez, pour tous les Bruxellois qui passent à Schuman, ils vont me dire la même chose. Donc, à ce niveau-là, moi je dis, il y a des urgences ailleurs. Les institutions européennes ont des bâtiments fabuleux. Il y a le grand problème avec le bâtiment du Parlement européen qui risque de s'effondrer, évidemment. Mais franchement, ça ne veut pas dire que tout est la faute de l'Europe. Mais dire que tout n'est pas la faute de l'Europe ne signifie pas qu'il n'y a pas non plus une responsabilité. La vérité est entre les deux. Asita Kanko. Moi, deux choses. Premièrement, déjà, il faut aller à la station de Schuman. Je la pratique régulièrement. Je l'ai pratiquée pendant plusieurs années aussi. Il faut y aller la nuit quand on est une femme, tout seul. C'est une question de sécurité, une question de... C'est un problème. Et souvent, l'escalator est aussi souvent en panne. Donc, il faut déjà... J'ai vu des gens... Mais pour les habitants, les changements pour les habitants... Justement, pour les habitants, c'est important puisqu'ils prennent le métro là pour aller travailler généralement. Et moi, j'ai habité pendant plus de 10 ans à Ixelles avant de déménager près de Schuman, où j'ai habité quelques années avant de partir à Vilvoorde. Et près de Schuman, mes voisins, en tout cas, qui habitaient là, étaient très heureux de la propreté. Ils étaient très heureux de l'aspect clean des rues, etc. Pourtant, quand j'ai habité Ixelles, où il y avait plein de bars à côté, il était impossible de se garer pour les gens qui habitent là. Et deux, on n'était pas en sécurité le soir. Et quand les enfants revenaient de l'école, il fallait tout le temps surveiller. Il y avait beaucoup de trafic de drogue dans les quartiers. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne doit pas avoir toujours un bar à côté de chaque maison. Il y a des gens qui aiment aussi habiter à côté d'un parc, à côté d'autres choses, des marchands de glace, à côté d'une librairie ou d'une bibliothèque. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut. Maintenant, au niveau des Européens, des expats qui habitent ici, vous savez, il ne faut pas voir l'économie seulement à moitié. C'est vrai que ça fait monter le prix des loyers. C'est vrai que ça fait monter le prix de la bière. Je ne bois pas de bière, donc... Mais c'est vrai, je bois rarement de la bière, donc je ne sais pas. Mais le café peut-être. Voilà. Mais ici, je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que tous ceux qui consomment au sein d'une économie, quand on regarde l'économie dans son ensemble, nourrissent également l'économie. Donc en fait, ils consomment ici, ils dépensent de l'argent ici, ils injectent aussi leurs revenus dans cette même économie et on attire des investisseurs justement parce que les institutions européennes sont là. Ça contribue à attirer des investisseurs aussi au niveau de Bruxelles. Je voudrais aussi parler peut-être de la présidence belge, parce que c'est un moment un peu important. On dit 6 mois, là, Sylvie Dosberg, on s'attend à ce qu'il se passe des choses extraordinaires, à ce que le gouvernement belge arrive à faire passer des dossiers au nom de l'Europe. Est-ce que vous y croyez, vous ? Je pense que ça a été bien préparé. Il y a déjà une belle communication. Je pense que... il n'y a pas de raison d'anticiper quelque chose de négatif de cette présidence. Maintenant, c'est aussi la présidence qui nous mène aux élections. Et donc, je ne sais pas comment ils vont arriver à sortir finalement peut-être de cette difficulté de faire avancer des dossiers alors qu'on est dans une période électorale. C'est peut-être pas si simple. Mais j'ai bon espoir. Je ne pense pas qu'il y aura de grandes révolutions. Cela dit... Ça se présente plutôt bien. Jusqu'à présent, en tout cas, depuis le début du mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a déjà des bonnes communications. Karim Fadoul. De toute façon, c'est une présidence tournante. Donc, je présume que chaque pays, quand il prend la présidence, il prépare quand même suffisamment bien cette présidence. Donc, et puis, la Belgique a quand même une certaine expérience, un des pays fondateurs de l'Union européenne, et même avant. Mais moi, je voulais juste en revenir par rapport au quartier Schuman et aux habitants et aux expats, quand vous avez parlé l'une et l'autre des expatriés. Est-ce que vous estimez que les expats, par exemple, sont suffisamment intégrés, s'intègrent suffisamment dans la vie bruxelloise. Parce qu'on a un peu le sentiment, parfois, quand on croise des expats, c'est que souvent des gens qui ne parlent ni français ni néerlandais, qui parlent qu'anglais, et quelque part, il n'y a pas d'exigence ou de demande en termes d'intégration à la vie bruxelloise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il devrait avoir, Marc Bottenga, un parcours d'intégration pour les expatriés européens ? Ce qu'on exige à d'autres, auprès d'autres. Ce qu'on a mis beaucoup de temps à exiger à d'autres. Exactement. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on demande à d'autres. Écoutez, la question des expats, évidemment, pour moi, c'est une question de salaire qui fait qu'il y a un décalage. Il y a un décalage énorme entre les salaires souvent énormes au niveau de la Commission européenne, aussi du Parlement européen et des Bruxellois, tout simplement. Et donc ça crée déjà un décalage. Au niveau de la langue, c'est vrai que souvent, ils restent entre eux. Et d'ailleurs, on le voit, je citais la place du Luxembourg, vous allez là, c'est souvent des expats entre eux. Et il y a la complexité, évidemment, que ces gens ont souvent des contrats où ils comptent un certain temps revenir chez eux, à la base.
ne le font ensuite souvent pas parce qu'ils passent alors d'une institution à une autre et restent quand même sur Bruxelles, sans par contre apprendre la langue. Pour moi, ça me semble évident que quand on va habiter quelque part et on y reste des années, qu'on apprenne la langue, parce que sinon, effectivement, ça devient compliqué. Asita Kenko, là-dessus, sur cette intégration d'expatriés. Honnêtement, moi, ça ne me dérange absolument pas que des gens qui partagent les valeurs européennes et qui travaillent pour les institutions européennes parlent une autre langue européenne. Ça ne me dérange pas. Cependant, s'il y a des gens qui veulent imposer des valeurs qui sont opposés aux valeurs que nous avons en Europe et qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus. Je pense que là, par contre, on a un sérieux problème et c'est un des plus gros problèmes que nous avons en Belgique, notamment à Bruxelles, c'est qu'on a des personnes qui ne s'intègrent pas, qui ne parlent ni le français ni le néerlandais et qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la charge du reste de la population. Là, on sort et un ça, peu c'est de la problématique des expatriés justement, européens. mais moi, je ne me sens pas du tout... je ne trouve pas que c'est un danger pour la Belgique ou pour Bruxelles qu'il y ait quelques personnes qui viennent d'Estonie, qui parlent l'anglais à la place de Luxembourg. Je voulais vous entendre aussi sur la présidence belge, peut-être tous les deux. Ça ne me pose pas. Asita Kenko, sur la présidence belge, est-ce que les députés européens de la NVA, vous êtes une des trois, trouvent que ça part bien, cette présidence? En fait, ça dépend de l'ambition qu'on a. Moi, on peut aussi faire comme la présidence belge ou d'autres présidents ont fait, c'est de faire beaucoup de communication, mais en attendant, ce n'est pas du résultat. Moi, je suis beaucoup plus attentive aux résultats et j'ai beaucoup d'attentes parce que la Belgique a aujourd'hui l'opportunité d'échanger un certain nombre de choses. On a exprimé nos priorités aussi aux représentants du gouvernement belge et j'ai vu que notamment en ce qui concerne la politique du Moyen-Orient, au Moyen-Orient, il n'y a pas vraiment de position commune. On a vu des expressions, des commentaires différents au sujet du pogrom en Israël le 7 octobre ou de la guerre contre le Hamas, où il y a même eu des ministres qui n'ont pas voulu qualifier le Hamas de groupe terroriste, alors que ce groupe-là est sur la liste des terroristes au niveau européen, officiellement sur la liste. Donc on voit une espèce de cacophonie. Et j'ai écrit une lettre au Premier ministre belge demandant quelle position la Belgique pourra réussir à confirmer quand elle prendra la présidence du Conseil. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Mais en dehors de ce sujet-là, de manière générale, le gouvernement flamand, comme le gouvernement wallon et bruxellois, ils participent aussi à cette présidence. Donc il y a d'autres partis. Donc quelque part, la NVA aussi, elle participe à cela. Oui, au niveau culturel, au niveau de l'éducation, il y a des sujets sur lesquels il y a des convergences et où on aura des résultats. D'ailleurs, je pense qu'avec le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, on pourra avancer sur les dossiers justice. Moi, je suis rapporteur de 2 dossiers qui vont être bouclés sous la présidence belge, notamment des dossiers contre le terrorisme et des dossiers pour l'échange de données entre les États membres pour poursuivre les criminels. Et donc ça, je pense que ça va avancer. J'ai assez confiance. Mais au niveau affaires étrangères et au niveau sécurité et défense, on a un sérieux problème parce qu'il n'y a pas un point de vue commun et il y a beaucoup de divergences par rapport au reste de l'Europe. Alors vous, Marc Botenga, cette présidence belge, qu'est-ce qu'elle va apporter d'après vous? Moi, je vais vous dire, je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour d'abord une raison, l'impact que cela pourrait être. Nous savons à Bruxelles que nous avons besoin d'investissements publics massifs. Pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, dans toute la Belgique, dans tous nos services, que ce soit au niveau, on a parlé des routes, de l'infrastructure, que ce soit les transports en commun, que ce soit nos hôpitaux, etc. Et maintenant, l'Europe, l'Union européenne veut revenir avec ce qu'ils appellent les règles budgétaires. C'est quoi? C'est des règles qui obligent en fait les États à couper dans leurs dépenses, à investir moins, à dire vous devez peut-être couper dans vos pensions, peut-être dans vos salaires, etc. Et la présidence belge coordonne maintenant ce travail-là. Et donc, pour moi, je dirais, voilà, ces règles, on a vu que c'est un désastre, on a dû les suspendre. Du critère de Maastricht et de l'austérité. Pour être clair pour tout le monde, c'est ça que vous mettez en cause. C'est ce qu'on appelle l'austérité, effectivement. Et donc, ça vient du mot austère. Et donc, on impose, en fait, aux États d'être austères. À un moment, on a besoin d'investir massivement. Il n'y a pas encore d'accord sur ces règles. La présidence belge a une occasion unique pour vraiment saboter ces négociations. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'au niveau du Parlement européen, il y a 4 partis des 7 partis de la coalition gouvernementale qui ont voté contre. Alors moi, je me dis, ça va quand même pas que le gouvernement, alors ces mêmes partis font passer quand même ces règles en catimini par la petite porte. En l'occurrence, vous deux, vous n'êtes pas concernés, puisque vous êtes dans l'opposition tous les deux au fédéral. Moi, je pense aux Bruxellois. Ça m'inquiète beaucoup. Cela mais je vous propose de passer à un autre sujet. On constate quand même que le PTB est assez contre l'Europe.
Mais on va en reparler des idées du PTB sur l'Europe, parce qu'on va parler d'agriculture, par exemple, parce qu'une des conséquences pour Bruxelles, c'est d'accueillir parfois des manifestations d'agriculteurs. Alors, on l'a vu vendredi, c'était des Belges, on l'a vu mercredi, c'était des Français. Et voilà, par exemple, 3 témoignages d'agriculteurs français. Alors, il y a un betteravier, une productrice d'épeautres et un éleveur d'agneaux. Il faut descendre dans la rue pour être entendu. Et puis si vous ne cassez pas, vous n'êtes pas entendu. Et nous, on est des gens calmes, on ne fait pas de grabuge, et le souci est là. Moi, hier, j'ai appris ce que j'ai gagné pour l'épeautre. Donc en 2022, on m'a proposé 450 €. J'ai reçu 450 € la tonne d'épeautre. Et en 2023, j'ai gagné 290 €. Et je suis en bio. J'espère qu'il se passe quelque chose, que les réglementations soient un peu plus, nous permettent de produire. On est plus souverain. Et on espère que ce ne sera pas que des promesses de candidats. Et parce que pour les élections, évidemment, on fait beaucoup de promesses et puis après, on se fait acheter par les lobbies. Donc ça ne va pas. Donc on espère un gros changement, quoi. Asita Kanko, est-ce que les agriculteurs en colère un peu partout en Europe, est-ce que c'est un problème européen ou bien c'est chaque fois un problème national? En France, on voit que le problème a l'air d'être un peu plus national qu'européen, mais de manière générale, quand vous voyez ça au Parlement européen, vous vous dites l'agriculture européenne, il faut faire quelque chose? Oui, je pense que c'est quand même un problème européen aussi. Et j'ai vu la colère des agriculteurs qui était justifiée quand von der Leyen les a reçus, mais à la hâte. Ça a été une décision de dernière minute parce qu'ils ont été convoqués très très tard. Et donc je comprends qu'ils soient frustrés parce qu'il y a clairement un manque de vision. Il faut une harmonisation d'un certain nombre de règles. Et il faut surtout entendre les citoyens et les agriculteurs en font partie. Ce sont des gens qui gèrent leur petite entreprise où les charges augmentent énormément et les revenus sont à la baisse. Pourtant, l'agriculture, c'est la base. Tout le monde, quand on rentrera chez nous, on va manger quelque chose. Et sans les agriculteurs, on n'a rien dans notre assiette. Mais ça veut dire que les normes sont trop strictes? Est-ce qu'il faut aller à la baisse ou est-ce qu'il faut aller à la hausse? C'est très concret. C'est une question à clarifier puisqu'en France, on voit que les normes sont plus strictes qu'ailleurs. Et donc, c'est une question qui se pose au niveau européen. Je ne suis pas dans la commission agriculture, donc je ne connais pas les détails. Mais je crois qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut plutôt suivre, si c'est l'Europe qui devrait suivre la France ou l'inverse. Mais il faut dans tous les cas d'abord écouter les agriculteurs et mieux harmoniser ensuite. Voilà, mais il faut surtout être à l'écoute. Oui. Marc Botenga, et vous, est-ce que vous avez une solution miracle? Non, il n'y a pas de solution miracle, mais je pense qu'il y a une contradiction aujourd'hui au niveau de la politique européenne entre, d'une part, la politique agricole européenne qui pousse en fait à des exploitations toujours plus grandes. Qui encourage en fait la politique de grandes fermes, même l'industrialisation, etc. Et qui met les petits fermiers, les petits agriculteurs en difficulté. On le voit d'ailleurs en Belgique, notamment en Wallonie, il y a énormément de petites exploitations qui ont dû fermer ou qui ont été rachetées. Et d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a alors une série d'impositions sur protection de la nature, etc., qu'on impose et qui risquent de signifier la fin pour ces paysans-là, pour ces agriculteurs-là. Et donc, c'est extrêmement problématique. Et donc, il faut libérer, en fait, l'agriculture de cette situation où elle se trouve entre le marteau et l'enclume. Attendez, et il faut s'opposer... c'est un moment très important. Parce que je vois que vous avez le même avis. Vous êtes d'accord, en tout cas, là-dessus? Sur le principe, en tout cas. Je pense qu'il y a une grande différence entre nous deux. On peut être d'accord parfois. On peut être d'accord parfois, il n'y a pas de mal. Oui. Mais je pense que, par exemple, sur l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, je pense que vous avez soutenu. Vous avez soutenu cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire qu'on va importer davantage de fruits, de légumes, de la viande de l'autre bout du monde. Donc, il faut que les téléspectateurs prennent 2 secondes une carte, ils googlent un peu Nouvelle-Zélande, Belgique, pour voir qu'importer de là-bas jusqu'ici... La Nouvelle-Zélande, c'est très loin. C'est l'autre bout du monde. Exporter, c'est aussi loin. C'est pas seulement importer. Mais donc, ça n'a quand même pas de sens pour l'agriculture de faire ça et de soutenir ça. Et là, on a une différence avec quasi tous les autres partis, parce que nous, en tant que PTB, on dit il faut aller vers l'agroécologie ici et ne pas aller chercher ça de l'autre côté. Vous êtes plus écolo que les écolos. Et vous, Asita Kanko, sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande,
Hollande Oui, ou moi, je pense, l'Amérique latine. Hein, il ne faut pas réduire les accords avec la Nouvelle-Zélande aux kiwis et aux pommes, je ne sais pas moi, à quelques fruits. Hein. Ce sont des accords beaucoup plus larges que ça. Et on a également des négociations en cours sur la gestion de la criminalité, notamment avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Arménie. Et donc, c'est beaucoup plus large que ça. Mais et ça, c'est pour beaucoup les plus. agriculteurs, C'est ça beaucoup, les intéresse pas. oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ce que vous avez dit, parce que vous avez tout simplifié en allant parler de quelques fruits. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et oui, mais il ne faut pas non plus. Pour ça, moi aussi, je peux dire que l'accord avec, je ne sais pas moi, que le Mercosur, on peut le réduire aussi, ou n'importe quel autre accord, on peut le réduire à un petit détail, mais ce n'est pas ça. L'idée, par contre, ce que vous dites sur les charges, la fiscalité, sur le fait qu'il faut tenir compte des réalités quand on impose d'un point de vue politique verte, une écologie qui est plutôt sociale. Donc là, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, avec Zoualdemir, on travaille beaucoup là-dessus du côté flamand. Qui est la ministre régionale, qui est la ministre régionale de l'environnement. Donc il faut pas aller être sur Mars et puis vouloir régler l'environnement sur Terre. Donc il faut aujourd'hui écouter les agriculteurs et savoir ce qui les préoccupe pour ne pas leur imposer trop de charges importantes. Et c'est aussi à nous, en tant que consommateurs, de faire attention à ce qu'on consomme. N'achetons pas n'importe quoi. Regardons la provenance, par exemple. Voilà, regardons la provenance, essayons de consommer aussi des produits locaux, soyons attentifs, ça compte également. Sylvie Losbel, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'il y a un problème de cohérence politique par rapport à l'agriculture. On a à la fois des enjeux climatiques, environnementaux, de santé publique, hein, puisque quand même les pesticides et autres qui sont dans les fruits et les légumes, c'est mauvais pour la santé. Et la santé des agriculteurs qui sont eux aussi impactés par les produits phytosanitaires, etc. Et d'un autre côté, des politiques qui effectivement soutiennent finalement les gros fournisseurs de produits phytosanitaires ou les grosses entreprises. Je trouve qu'on ne voit pas très bien où est la cohérence. En même temps, on dit il faut être plus écolo, respecter la biodiversité, être plus humain aussi vis-à-vis des agriculteurs et de la population pour la santé. Et d'un autre côté, cette politique qui est l'agriculture intensive. On doit sans doute revoir cette vision un peu générale en fonction de la santé publique. Trouver des articulations. Et ça doit être fait progressivement, mais je trouve qu'on traîne quand même beaucoup. Hein, c'est pas nouveau cette question-là. Hein. On va passer à présent à nos têtes d'affiche. Je vous propose à tous les deux des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une et de commenter votre choix, en bien ou en mal. Asita Kanko, on va commencer avec vous. Je vous propose 4 stars de la semaine. Tout d'abord, Félix Tshisekedi, réélu président de la République démocratique du Congo. Puis Christophe Calvo, le député Groen, qui se présentera dans le Hainaut sous l'étiquette écolo. Ou alors Antonio Cocciolo, ancien candidat à la Chambre pour le PTB et ancien syndicaliste, ou Laurence Massard, la juge des attentats consacrée leader de l'année aux Lobby Awards cette semaine. Alors, qui choisissez-vous? Félix, Christophe, Antonio ou Laurence? Laurence. Oui, donc c'est elle qui a fait ce grand procès d'assises concernant les attentats. Oui, je pense que c'est bien qu'elle soit reconnue dans un travail qui est quand même très compliqué. Et c'est important aussi que les jeunes filles voient des femmes tête d'affiche dans des domaines qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont beaucoup d'impact. Alors, avant de vous donner vos 4 personnes à vous, Marc Bottinger, peut-être un petit mot sur Antonio Cocciolo, qui est syndicaliste et qui sera candidat à l'Europe. Je me suis trompé, à l'Europe, derrière vous, la 3e place. Est-ce que c'est une vengeance par rapport au passage d'Estelle Keulemans, qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, elle sur la liste du PS? Non, ça n'a rien à voir. En fait, Antonio Cocciolo s'est illustré. Donc, vous savez, c'était secrétaire de président de la FGTB au Hainaut. Et en fait, il s'est illustré particulièrement récemment dans la lutte pour garder Caterpillar. Et donc là, les syndicalistes se sont rendus compte qu'il fallait se battre au niveau européen. Ils avaient déjà fait par rapport à d'autres multinationales, parce que ces multinationales sont organisées au niveau européen. Et donc, ils ont porté ce combat aussi à l'Europe. Et donc, ce que Antonio Cocciolo dit aujourd'hui, c'est que si moi je veux me battre contre les multinationales, il faut aussi être à l'Europe pour garantir l'emploi. Je ne comprends pas, vous voulez vous battre contre les multinationales, vous voulez garder Caterpillar. Mais bien sûr. Oui, donc en gros, vous voulez garder... Oui, mais on se bat. Ouais, voilà, vous voulez garder...
Mais non, vous vous battez contre la logique du profit. À un certain moment, vous allez comprendre la question de la lutte des classes. Hein. Oui, mais enfin, vous pensez que je ne comprends pas la question de la lutte des classes très clairement, parce que sinon, vous n'auriez pas... Si vous me laissez 2 secondes... Je propose que Marc Botenga réponde là-dessus. Pourquoi défendre Caterpillar alors qu'on est effectivement anticapitaliste? Voilà, c'est quand même très clair que quand vous avez une entreprise qui ferme au nom du profit, hein, comme ça, on a pu le voir dans le bassin liégeois, on peut le voir à différents niveaux, au nom du profit, de la maximisation du profit, ferme tout à fait ou en partie son siège, alors c'est normal qu'on se batte contre et on dit non, on veut les investissements, vous devez respecter les travailleurs parce que ce sont les travailleurs qui ont créé la richesse. Ce n'est pas l'entreprise, ce sont les travailleurs qui font ça. Et donc, oui, on se bat contre cette logique des profits, du tout au profit des multinationales pour l'emploi. Je vais proposer 4 autres personnalités. Oui, mais vous avez posé la question. Il a répondu. Il peut répondre ce qu'il veut. Je vais expliquer à M. Botenga que je connais la logique de la lutte des classes. Mais je crois qu'il n'en doute pas, mais il sait que vous n'avez pas la même logique. Voilà. La vision n'est pas si binaire que ça. Et moi, je suis pour que les entreprises soient présentes parce qu'ensemble, avec les travailleurs, elles créent de la valeur et du travail. Mais vous avez raison, vous connaissez la lutte des classes, vous êtes juste de l'autre côté. Voilà. Marc Botenga, je vous propose 4 autres personnalités. Tout d'abord, Lise Thierry, virologue, spécialiste du sida, disparu à 102 ans. Frédéric X du Danemark, arrivé sur le trône après l'abdication de sa mère. Mademoiselle Luna, DJ et animatrice radio, qui a succombé après avoir longtemps lutté contre le cancer. Bernard de Cagnières, le patron de Vinsotte, qui est le nouveau président du conseil d'administration de l'ULB. Alors, qui choisissez-vous? Lise, Frédéric, Mademoiselle Luna ou Bernard? J'aurais été pour Mademoiselle Luna parce que je pense que ça frappait beaucoup de gens quand même pour la personnalité qu'elle était. Mais en même temps, moi personnellement, je suis très attaché. Vous savez, je suis engagé depuis longtemps dans la lutte pour la santé publique. On l'a beaucoup eu autour du Covid. C'est un combat qu'on a mené au niveau européen pour la transparence par rapport à ces contrats. Pour pouvoir dire, donc je vais quand même plutôt, je vais plutôt aller pour cette dame-là qui a joué un rôle essentiel. Donc je vais choisir pour ça parce que c'est un engagement pour la santé publique qui me tient à cœur et qui au niveau européen aujourd'hui malheureusement on n'a pas tiré les leçons de la lutte contre le sida ou la lutte contre le sida. Pour lutter contre, on a dû casser les brevets, les monopoles des grandes entreprises pharmaceutiques en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on garde cette logique des monopoles sur les médicaments trop chers. Et Lise Thierry était sénatrice PS avant de devenir élue plutôt de la gauche radicale. Vous voulez choisir quelqu'un? Non, je voulais revenir sur le choix de Assita Kanko. Donc, Laurence Massard, ex-président de la Cour d'assises sur les attentats, pour signaler quand même que le président de la Cour d'assises en France a été décorée de la Légion d'honneur, et chez nous, elle a eu que des ennuis, cette juge. En tout cas, elle ne peut pas avoir la Légion d'honneur parce qu'on n'est pas en France, mais elle peut avoir une autre médaille. Oui, mais ce serait la moindre des choses. Ce serait la moindre des choses, et que son poste est en péril, elle doit se battre contre l'État belge pour pouvoir candidater. Franchement, je trouve que c'est lamentable, alors qu'elle a fait vraiment un procès exemplaire qui a été reconnu comme exemplaire par la presse internationale. Et donc là, je trouve quand même que la Belgique, c'est petit, parce que c'est vrai que ça peut être un exemple pour les filles, mais quand on voit le coup de bâton derrière, je crois qu'on est encore loin vraiment du rôle modèle. Le coup de bâton, on le voit moins. Oui, on n'en entend pas beaucoup parler, malheureusement. Je suis à 100% d'accord avec vous, Sylvie. Et je pense que c'est bien aussi qu'on le dise ici dans cette émission, mais dans tous les domaines, quand vous faites votre travail, parfois ça dérange. 5 informations, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé. On commence par vous, Marc Botenga, pardon. D'abord, il y a certains, l'EMR notamment, qui veut revenir sur le 30 km/h à Bruxelles. Bipostbank qui a disparu en créant un stress terrible chez ses clients. Colruyt, où là, le PTB a dû s'excuser sur une déclaration un peu trop rapide. La réouverture du pont de Bouddha qui est reportée à plus tard. Et le tiers des Bruxellois qui sont sous le seuil de pauvreté, donc en risque de précarité. Marc Botenga, pouvez en choisir un ou une? Écoutez, moi, en tant que Bruxellois, je vais aller pour... je voudrais dire un mot sur la troisième, mais je vais aller pour la dernière, parce que... donc sur le risque de pauvreté, un Bruxellois sur 3, c'est quand même inimaginable. Et c'est une urgence sociale que nous vivons partout en Europe.
Je veux dire, il y a eu un baromètre pour la France, pour différents pays, où il y a effectivement ce chiffre-là de parents qui disent « je n'arrive plus tout le temps à subvenir aux besoins élémentaires de mon enfant ». La violence que c'est. 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage quand ils ont froid. Et là, il y a quand même un désastre total qui est en train de s'organiser au niveau européen, au niveau national. C'est pour ça qu'avec le PTB, on dit qu'il faut une rupture avec cette politique, parce qu'on va droit dans le mur. 1 sur 3 dans une ville, on a commencé avec la ville européenne, la capitale européenne, l'image de Bruxelles. Et ça, c'est la réalité des Bruxellois. Résultat de la politique de gauche. Non, c'est pas la c'est vrai, depuis 25 ans, c'est la gauche qui est au pouvoir à Bruxelles. Mais n'importe quoi. Je veux dire, tout d'abord, le PTB... Non, mais alors, Madame Kanko, vous savez très bien que le PTB n'est pas au pouvoir à Bruxelles. Vous savez très bien que le MR est au pouvoir au niveau national, mais etc. Donc, voilà. Non, mais je veux dire, je sais bien que vous avez besoin d'accuser la gauche, mais vous savez très bien que la NVA est un parti de droite qui ne fait que défendre les intérêts des plus riches. Écoutez, la NVA n'est pas au pouvoir à Bruxelles. Le MR n'est pas au pouvoir à Bruxelles. Mais justement, en Flandre, on a beaucoup de succès dans la lutte contre la pauvreté. Vous avez tellement de succès que les Flamands n'ont plus d'arrêt de bus. Ils n'ont plus d'arrêt de bus. Si jamais vous arrivez au pouvoir à Bruxelles, je vous conseille de visiter la Flandre. Je peux vous faire le guide. Parce que franchement, pour l'histoire de l'arrêt de bus, c'est pas vrai. S'il vous plaît, je vous propose qu'on sorte du dialogue que vous avez tous les deux. On a bien entendu. Je voudrais vous entendre en une phrase sur, effectivement, l'erreur apparemment du centre d'études du PTB concernant Colruyt. Raoul Edebo a fait ses excuses. Oui, c'était une erreur basée sur une question. Donc, vous savez que le groupe Colruyt a différentes filiales, dont une filiale au Luxembourg, dont elle a rapatrié une partie, donc où il y a une partie d'impôt qui est payée. Vous avez dit qu'ils ne payaient pratiquement pas d'impôts alors qu'ils en payent. Oui, mais ils payent quand même relativement. Donc ça, c'était la question de la construction des filiales, où il faut regarder les comptes consolidés de l'entreprise. Ce que nous l'avons fait, donc on avait dit, voilà, le chiffre avancé était erroné. Après, la logique de toutes ces filiales qui servent à rapatrier de l'argent, à le placer quelque part, cette logique fondamentale. Très bien, vous avez fait le point là-dessus, merci. Et vous, Asita Kanko, qu'est-ce que vous choisissez parmi ces infos Ah, mais je dois choisir aussi ici. Ah d'accord, je pensais que j'avais une nouvelle liste. Non. Alors ici, moi j'ai choisi. D'accord, moi je choisirais toujours donc le dernier point, le tiers des Bruxellois sous le risque de pauvreté. Et vous avez une autre vue que Marc Botenga? Bien sûr, évidemment. Oui. Bien sûr. Donc j'aimerais rappeler le fait que c'est une politique qui est menée, qui n'encourage pas le travail et qui chasse beaucoup de Bruxellois vers la périphérie. Il faut regarder les chiffres de départ des gens qui quittent Bruxelles. À Vilvoorde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vont à Vilvoorde. Il y a beaucoup de gens qui partent pour des raisons de sécurité, surtout des familles avec des enfants, et des gens qui travaillent. Donc pour des questions de sécurité ou pour une question de problèmes de mobilité ou d'autres problèmes de gestion dans la ville. Et évidemment que la plupart des gens qui restent vont contribuer moins d'un point de vue fiscal. Et évidemment que ça augmente la pauvreté dans la capitale. Je pense que la politique doit radicalement changer dans la capitale pour permettre aux familles de trouver leur place et de ne plus devoir partir. On verra ça aux prochaines régionales auxquelles vous ne participerez aucun des deux, je crois. Vous ne serez pas sur une liste régionale, non, moi non plus, je suis sur la liste voilà, de toute façon, exactement. Mais on en reparlera. Je vous propose de passer à présent un autre visage à la fois européen et belge. C'est quand on voit les sondages électoraux, notamment quand on voit les sondages électoraux en Belgique, on se rend compte d'une forte hausse des extrêmes. Alors il y a l'extrême droite en Flandre avec le Vlaams Belang et la gauche radicale un peu partout dans le pays, ça c'est le PTB. Au niveau européen global, là c'est surtout l'extrême droite, les partis nationalistes et un peu moins la gauche radicale, mais qui monte beaucoup. Et je voudrais parler de ça avec vous et on va l'illustrer par une opération qui a été réalisée par le Centre d'action laïque cette semaine, qui a lancé une action choc pour attaquer l'extrême droite, en tout cas, avec un faux journal appelé Vraiment. Donc il est là, ici. Voilà. Et ce journal reprenait toutes les mesures d'un gouvernement d'extrême droite le jour où il arriverait peut-être au pouvoir et se basant sur des gouvernements dans d'autres pays d'Europe qui sont effectivement dirigés par l'extrême droite locale. Et donc c'est ce que Hervé Parmentier, le secrétaire général adjoint du CAL, a expliqué dans Bonjour Bruxelles, c'était mardi.
On est avec toutes ces nouvelles sur des faits qui, en somme, sont réalité quelque part. Ouais. Ceci pour dire que, en fait, l'extrême droite, ça peut sembler une fiction, mais en réalité, ce ne l'est pas. On n'est pas très loin, finalement, d'une situation telle que celle-là, si on n'y prête pas la plus grande vigilance. Un vote pour l'extrême droite, c'est pas un vote anodin, c'est pas juste se faire plaisir en disant il n'y aura plus d'immigrés. Un vote pour l'extrême droite, ça affecte tous les aspects de la vie en société, et qu'en réalité, il y a quelque chose qui est là très insidieux et qui affecte la vie quotidienne de chacun. Avant de voter pour l'extrême droite, peut-être par une envie de rejet, peut-être par une envie de protestation, peut-être ça a des conséquences plus importantes que ce qu'on pense. Ça a des conséquences, et pour tout un chacun, en ce compris ceux qui se croient protégés face à des politiques de l'extrême droite. On ne vit sans doute pas sur une île, et il y a des chances évidemment que nous n'échappions pas au triste sort commun de la progression de l'extrême droite un peu partout en Europe. Sylvie Losberg, attaquer l'extrême droite, parce que vous êtes directrice locale, donc vous avez participé à cette opération, est-ce que c'est pas un peu dangereux comme stratégie de mettre toutes des informations fausses, erronées, mais avec un but militant et politique? Est-ce qu'au niveau de la stratégie, vous êtes sûr que c'est la bonne manière de faire? Mais je pense que, en tout cas, l'ayant distribué, j'ai quand même eu le retour des personnes, qu'il y a eu des personnes qui ont regardé, qui ont dit « Oh, je vous le jette à la figure », parce qu'ils avaient vu la contraception, l'avortement enfin interdit. Et donc, ça permet le débat. Et en même temps, clairement, on n'a pas suffisamment conscience du risque déjà réalisé en Europe. On a des pays en Europe où il y a des politiques qui sont contre les droits des femmes, contre les droits des lesbiennes, par exemple, en Italie. On a des politiques qui attaquent la cohésion sociale, qui sont contre la solidarité. Et clairement, pour pouvoir visualiser ça, c'est pas d'agiter le drapeau en disant c'est cela ou c'est cela, c'est plutôt de montrer que ce sont les idées qui sont dangereuses. Mais c'est pas les gens, c'est les idées. C'est ça oui, et que les idées, elles percolent, et en Belgique, elles percolent dans beaucoup de partis. Et souvent par rapport à l'immigration, mais pas seulement, on le voit aussi par rapport à l'avortement, par exemple, dans des partis qui sont sociodémocrates, on va dire, ou par rapport aux questions de solidarité. Et je pense que ça, ce qu'on a vu juste avant sur la pauvreté des Bruxellois et la pauvreté des enfants en Belgique, ce qui est un véritable scandale, parce qu'on a des lois et on a l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit toujours primer, mais en réalité, ce qu'on fait ne va pas dans ce sens-là. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est de réfléchir un peu plus loin que simplement, ça c'est les extrêmes, et donc c'est oui ou c'est non. Mais justement, on pourrait dire en Flandre, il y a le Vlaams qui est très important, qui va peut-être être numéro 1 aux élections. Un sondage, c'est un cas. Voilà, c'est ça, aux européennes, puis après le 9 juin, on verra. Qu'est-ce que peut faire un parti comme la N-VA, et de manière générale la Flandre, pour lutter contre ce parti qui est présent en Flandre depuis si longtemps, Alors, moi, je me dis deux choses. Premièrement, si je peux réagir à cette publication, je comprends d'où ça vient l'idée de présenter une idée qui est fausse pour pouvoir entrer en conversation avec les gens. Moi, je suis contre tout ce qui est fausse information. Donc ça, c'est chacun sa méthode. Ce que je voudrais suggérer, c'est d'ajouter la prochaine fois en première page aussi que l'extrême gauche qui arrive au pouvoir avec Raoul Edebo, c'est aussi les filles de 8 et 9 ans qui portent le voile ou l'abaya pour aller à l'école. Il l'a dit sur RTL, et ça, c'est fondamentalement contre les droits des femmes. Si je l'ai vu de mes propres yeux sur la chaîne francophone, il l'a dit, aucun problème. Et donc ça, c'est une atteinte grave aux droits de la femme que de permettre l'intégration inverse en ce qui concerne le fondamentalisme religieux. Donc ça, je voudrais quand même le suggérer. Je ne dis pas que ce qui est là, évidemment qu'on doit défendre les droits à l'avortement, évidemment qu'on doit protéger les droits acquis, mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas. J'aimerais juste que tous ceux qui veulent lutter contre l'extrême droite luttent aussi contre l'extrême gauche et sa volonté d'abandonner les droits des femmes musulmanes. Oui, mais là, vous ne répondez pas à ma question. Si, je vais répondre maintenant. Ça, je voudrais juste faire cette remarque. Sur l'extrême droite, je crois que la meilleure façon de l'extrême droite et l'extrême gauche, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de lutter pour trouver des solutions pour les citoyens, parce qu'ils se posent des questions légitimes. Est-ce que le choix, c'est un choix que je soutiendrai? Non. Est-ce que les questions qu'ils se posent, le désespoir qu'ils ressentent, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit entendre? Oui. Donc il faut qu'on leur donne des solutions. On a vu le résultat aux Pays-Bas aussi avec le PVV de Wilders. Mais quelle solution on donne? Est-ce qu'on doit donner des solutions d'extrême droite pour que les gens ne votent plus pour l'extrême droite? Les gens ne votent pas pour l'extrême droite parce qu'ils veulent des solutions d'extrême droite. Quand on a écouté les gens, moi j'ai écouté
les lecteurs aussi de la presse écrite hollandaise sur le vote qui est passé. Ce que les gens veulent, c'est qu'on réponde à leurs questions sur le pouvoir d'achat. Ce que les gens veulent, c'est voir du résultat en termes de politique d'intégration, en termes de politique immigratoire. Ils veulent voir du résultat politique. Malheureusement, beaucoup de personnes dans la population ne se sentent plus entendues. Et moi, je crois que cette inquiétude, il faut l'entendre. Si on leur dit, mais on ne va rien faire ou on ne les écoute pas du tout, malheureusement, ils vont exprimer leur frustration ailleurs. Est-ce que ça va résoudre leurs problèmes? Non. Donc, il faut qu'on explique aussi aux gens, et la personne qui vient de s'exprimer, que vous avez montré dans les reportages, s'exprime bien là-dessus. Oui, il faut qu'on explique aux gens que ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème, mais il faut qu'on s'en prenne aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, qui sont tous les deux dangereux pour les femmes. Je vais laisser Marc Botenga d'abord réagir par rapport à ça, sur extrême gauche égale extrême droite. Et peut-être sur la baya aussi, répondez là-dessus. Qu'est-ce qu'a dit exactement Raoul Edebo pour les petites filles Oui, mais Mme Kanko fait une confusion. Vous pouvez aller regarder. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Oui, mais expliquez. Vous n'aimez pas que je m'exprime très clairement. Non, mais très clairement, il y a une confusion à ce niveau-là entre. Vous voyez bien que le journaliste, vous savez, il y a cette habitude. Je suis content que ce ne soit pas le cas ici, où les journalistes interrompent tout le temps. Et donc il y a eu un feu de demande là-dessus. Un certain moment, entre voile intégral et abaya, où il y avait une confusion. L'abaya, pour être très clair, c'est quelque chose qu'on peut acheter chez H&M. C'est un truc. Et donc, il n'y a pas du tout de volonté du PTB d'avoir voilà. Donc ça, vous voulez dire que la réponse n'a pas été claire parce que la question ne l'était pas, c'est ça? Ça a été clarifié après aussi tout de suite. Donc pas de voile pour les après l'extrême droite essaye de. Ben non, mais je veux dire, c'est pas une question de. Encore une fois, l'idée que c'est un peu la vision de l'extrême gauche est dangereuse. Et parfois, on l'entend. L'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Il faut être très clair là-dessus. L'extrême droite, et c'est très grave que vous soyez en train de nuancer cela. Mais je ne dis rien du tout. Défendre. Je voudrais juste qu'on entende d'abord Marc Botenga. Il faut vraiment, certainement, me laisser m'exprimer. Allez-y. Parce que vous avez une tendance. Allez, vous perdez tous les deux du temps. Vous perdez tous les deux du temps. Marc Botenga, répondez. Je nuance l'extrême droite parce que c'est faux. C'est quand même. Alors, l'extrême droite, on le sait très bien, est basée sur la division des gens. En disant, de pointer du doigt l'immigré, le musulman. Mais vous pointez du doigt le riche quand vous dites qu'il faut taxer les riches, non? Est-ce que taxer les riches, est-ce que c'est pareil que de dire nous devons discriminer, jeter à la porte, expulser des gens sur base de ce qu'ils sont, sur leur origine? Est-ce qu'on va vraiment comparer cela à ce qu'on nous on dit, c'est qu'une société où il y a plus d'égalité, où il y a de la justice fiscale, vous allez comparer les deux? Évidemment que non. Parce que c'est deux visions de société qui s'opposent fondamentalement. Et là, pour combattre effectivement l'extrême droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les problèmes sociaux dont on a parlé à cœur le bras. Et pas dire, l'extrême droite va vous dire, c'est la faute, tout ce qui se passe, c'est la faute à l'immigré. C'est la faute aux musulmans, aux réfugiés. La NVA ne se bat pas contre l'extrême droite. La NVA reprend une série de choses en disant, la migration, et va copier-coller. Mais qu'est-ce que le PTB fait contre l'extrême droite? C'est ça la question. La question est très simple. Je pose la question à chacun. Nous, on se bat contre l'extrême droite, déjà dans la rue. D'ailleurs, le fait qu'en Wallonie et en Belgique francophone, il n'y ait pas d'extrême droite organisée, c'est grâce à l'engagement de toute la société civile, des syndicats et aussi des partis de gauche. Parce que on se bat contre l'extrême droite. Donc vous trouvez que les syndicats et les partis de gauche flamands ne travaillent pas bien? Si, parce que sinon ils y arriveraient la aussi. Question, je vais vous donner un exemple. Il y a une grosse différence entre ce qui s'est passé en Flandre. Vous savez que l'extrême droite en Flandre est montée fin des années 80, début des années 90. Exact. Dans un état sociologique aussi un peu différent. Mais à ce moment-là, les socialistes étaient en train d'abandonner, étaient sur la troisième voie en Flandre, donc se droitisaient beaucoup, abandonner les classes populaires. Et le PTB, à ce moment-là, n'était pas considéré comme une alternative crédible. Nous étions un très petit parti, sectaire. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de vraie gauche à ce moment-là? Il n'y avait pas de gauche alternative crédible à ce moment-là, parce qu'à un certain moment, c'est vrai, je veux dire, quand il y a un désarroi social, les gens vont essayer de canaliser, de trouver d'autres débouchés, des ruptures avec les politiques actuelles. Et ça peut aller dans différents sens. Vous l'avez vu, on a parlé des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, 6 mois avant la victoire de l'extrême droite, il y avait un nouveau mouvement qui sortait de nulle part, le mouvement paysan citoyen. Oui. En Italie, maintenant, l'extrême droite, l'italienne qui est au gouvernement, Meloni, qui se trouve d'ailleurs, je pense, dans votre groupe politique au Parlement européen, se
parti-là, il y a quelques années, c'était plutôt un mouvement hétérogène, comme le mouvement 5 étoiles qui dominait. Donc ce n'est pas une fatalité. Nous devons dire, oui, il y a une misère sociale, oui, nous avons besoin d'une rupture avec les politiques actuelles, mais ça se fait par le social. Allez, Sylvie et Karim voulaient dire un petit mot. Je pense que aussi, c'est très dommageable de ne pas pouvoir s'entendre sur le danger par rapport à la démocratie. La NVA, elle est dans un groupe à l'Europe avec les fascistes italiens, Fratelli, Vox, etc. Donc, j'ai entendu que peut-être vous allez changer de groupe, et je l'espère, parce que c'est quand même problématique. Et d'un autre côté, la démocratie et les droits humains sont basés quand même sur des libertés. Et du côté du PTB, il y a quand même un problème. Les libertés individuelles, le droit de la propriété, c'est pas quand même non plus votre tasse de thé. Donc je pense que... Et je ne vais pas refaire toute l'histoire du PTB, mais les documents sont disponibles. Je pense que vous êtes tous les deux à une extrémité du spectre, et je pense qu'il faut quand même aussi parfois faire son aggiornamento et ne pas dire c'est l'autre et moi je suis tout blanc. Je pense que du côté du PTB, on a un invité qui n'est pas présent, qui est le Vlaams Belang. Ils ne sont pas là. Oui, je suis d'accord, mais bon, heureusement, parce que chez nous, on ne les invite pas, mais on a quand même en Flandre la NVA qui dit samen een meerderheid. Donc on va aller peut-être ensemble, ça s'est dit plusieurs fois et c'est pas nouveau. Donc je pense qu'il faut quand même aussi remettre un petit peu les choses. Un petit mot de Karim Fadoul et puis Assita Kanko réagir. Ils ne sont pas capables de faire une majorité en Flandre, donc je pense que ça ne sera même pas suffisant. Non, simplement pour dire que je crois que ce qui est important dans ce combat peut-être contre l'extrême droite, c'est de se dire, voilà, au départ, il y a une population et des gens composés de personnes, une population composée de personnes issues d'horizons différents. Et je pense que le plus grand danger, c'est aussi de vouloir essentialiser certaines personnes, certaines catégories de la population, et ne pas se dire que, voilà, à un moment donné, dans une société, on essaie de faire corps, on essaie de vivre ensemble. Alors l'idée, c'est pas d'être dans un monde de bisounours, il faut se rendre compte évidemment des difficultés, des problématiques, des difficultés d'intégration, mais aussi se rendre compte que parfois il faut tendre la main aussi pour pouvoir inviter les personnes à s'intégrer, à prendre pleinement une part dans cette société. Et je crois qu'effectivement, quand on voit les sondages, eh bien, on peut se dire que le danger il est là. Et puis surtout, c'est que dans d'autres pays européens, on a bien vu que l'extrême droite arrive au pouvoir et dicte le ton déjà au niveau idéologique. On a bien vu parfois que ça percole même auprès des partis plus démocratiques, en France, par exemple, c'est le cas, avec parfois des discours un peu plus musclés, un peu plus identitaires. Alors, je propose à Assita Kanko de répondre sur le rôle de l'NVA et le groupe dans lequel vous êtes, ce groupe CRE, effectivement, où il y a le parti polonais qui avant été au pouvoir, Vox en Espagne et Fratelli d'Italia en Italie. Moi, cette question, c'est une question qui se pose tout le temps depuis le début de mon mandat, en 2019. La question que personne ne pose, c'est sur le résultat qu'on a au Parlement européen en tant que député NVA, tous les projets que j'ai pu mener à bout. Et en réalité, un groupe au Parlement européen n'a aucune importance. Donc ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. J'ai tout le temps des majorités avec des gens d'autres groupes pour faire des projets. Et je rencontre des collègues dans tous les autres groupes qui ont parfois besoin d'aller ailleurs pour pour former des coalitions pour leurs dossiers. Donc au Parlement européen, il ne faut pas réduire un parti au groupe qui l'appartient. Mais est-ce que ce ne serait pas plus clair quand même d'être dans un groupe plus cohérent? Moi, ça n'a aucune importance pour moi, parce que même si j'avais été dans un autre groupe, on aurait toujours trouvé une personne avec qui on ne s'entend pas. Écoutez, le parti de Orban a été dans le groupe PPE pendant 20 ans avec les démocrates chrétiens. Oui, il y a quand même un problème quand on ne vote pas le rapport Maastricht sur les droits sexuels des femmes. Vous n'avez pas voté, vous êtes abstenu. Vous dites, moi, je n'ai pas voté? Oui, vous êtes abstenu. Moi, je vote toujours au Parlement européen selon ma propre ligne de la NVA pour les droits des femmes, et on ne vote pas dans un groupe, on n'est pas obligé de voter la même chose. Non, mais parce qu'on est dans un groupe, mais on n'a pas le même programme politique. J'ai toujours voté pour le droit à l'avortement, j'ai toujours voté pour le droit... mais malgré tout, votre groupe... Je ne suis pas responsable du groupe, tout comme le PPE n'était pas responsable de Orban. Tout comme quand vous allez au niveau des groupes de gauche... Est-ce que Marc Botenga est responsable de LFI, par exemple, qui est dans le même groupe que vous? Il y a quelqu'un de LFI qui a dit que le Hamas n'était pas un groupe. On va laisser Marc Botenga réagir. Ils n'ont pas voté non plus le rapport sur la résolution qui dit que le Hamas a commis...
a commis des... Oui, entre autres. Et donc ça, c'est quand même catastrophique. Mais attendez, on va pas rouvrir le débat là-dessus. Terminons sur le groupe. 2 secondes. D'abord, le Hamas, la condamnation de notre part a toujours été claire de tous les crimes des guerres, soyons clairs. Nous ne sommes effectivement pas, contrairement à vous, dans le soutien à l'opération génocidaire d'Israël aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Mais par rapport au groupe, effectivement, les différents groupes, il y a des divergences au sein des différents groupes. Donc, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la personne d'un autre pays qui est dans votre groupe. Et vous pouvez voter de manière différente ou prendre des initiatives différentes. Ça, c'est vrai. Après, moi, je ne me sentirais pas à l'aise d'être assis à côté de, je ne sais pas, des postes fascistes de Vox en Espagne ou de l'extrême droite italienne. Moi, je ne me mettrais jamais dans un groupe pareil parce que j'ai des principes sur ce niveau-là qui sont des principes antifascistes et contre l'extrême droite. Mais je ne suis pas sûr qu'Assita Kanko voudrait siéger dans votre groupe. Moi, je ne vais pas siéger. Il faut regarder un peu le nombre de voix vous préférez Mélanie à Mélenchon. Vous préférez Mélanie à Mélenchon, ça c'est très clair. On termine là-dessus. Mélanie, honnêtement, je préfère qu'on mette le destin de nos populations plus dans les mains d'une personne comme Giorgia Meloni plutôt que dans les mains d'une personne comme Mélenchon, qui soutient le radicalisme islamique. Et je ne suis pas dans le parti de Mélanie. Je suis à la NVA et je suis élue en Flandre. On va passer à nos coups de cœur. Vous préférez l'extrême droite par rapport les coups de cœur. Regardez dans l'histoire. On vous entend plus. S'il vous plaît. Assita Kanko, Marc Botenga, on passe au coup de cœur et on commence par Karim Fadou, qui voudrait parler du foot dont on n'a pas pu parler parce qu'on a eu beaucoup de choses à parler. Il y a quand même pire dans la vie que le football, mais ceci étant, dans le football, parfois ça frise l'excès. Cette semaine, c'était le cas. Voilà, cette semaine, c'était le cas. Juste pour dire que voilà, on a eu un derby avec un match de Coupe de Belgique entre jeudi soir entre l'Union Saint-Gilloise à domicile à l'Union Saint-Gilloise contre Anderlecht. Et puis on a ce match de championnat, à nouveau ce derby qui aura lieu ce dimanche, exactement, à 18h30 si je ne m'abuse, oui, exactement, entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, cette fois-ci sur le terrain d'Anderlecht. Et donc tous les amoureux du football et du football bruxellois, qu'ils aillent au stade ou alors qu'ils regardent le match à la télévision parce que ce serait une belle rencontre. Et c'est bien plus léger effectivement que le drame que l'on vit ça et là dans le monde. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous supportez le même club de football? Assita Kanko, vous supportez? Moi, je ne comprends absolument rien au football. Okay. Je regarde plutôt le basket. Ma fille joue. Et vous? Moi, maintenant, entre Bruxelles à Bruxelles, le choix est difficile. Oui, ça peut être le crossing de Schaerbeek. Ça peut être effectivement le crossing de Schaerbeek. C'est une équipe sous-évaluée. Vous êtes plutôt pour l'Union, alors. Voilà, le club bobo de la capitale. À Bruxelles, maintenant, on a quand même un luxe. Il ne faut pas dire. On a trois équipes au moins à haut niveau. Et effectivement, ne méprisons pas le crossing de Schaerbeek. Oui. Et l'Union qui appartient à... Mais qui a eu une belle histoire par le passé, mais qu'aujourd'hui... Et Sylvie Dosberg, on va clôturer avec vous votre coup de cœur. Oui, alors je voulais vous parler d'un site internet que nous avons créé qui s'appelle extrême-droite-europe.be avec des tirets entre extrême droite et Europe, qui actualise à la fois la présence de l'extrême droite dans les parlements et dans les gouvernements. Et quand on regarde la carte, en fait, on voit très bien que les pays en vert, c'est là où il y a pas du tout d'extrême droite, c'est une grande minorité. Et donc, c'est pour souligner le fait qu'il faut s'informer, il faut prendre la mesure de ce danger. Et c'est pour nous essentiel. En tant que laïcs, nous défendons trois valeurs, liberté, égalité, solidarité. Et ça, c'est vraiment l'anti-programme extrême droite. Bon, avant d'aller voir Anderlecht Union, à 13h sur BX1, c'est la finale indoor dames en hockey. Et à 14h30, c'est les messieurs. Donc ça vaut la peine et c'est en exclusivité sur BX1. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Et on souhaite bonne chance au Belgian Cup.